À la page 24 du chapitre 24 de mes notes de cours, je résous la situation 3 de la section 3.10 de Séguin, situation qui s'intitule « La conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé » et que l'on peut lire à la page 402 de Séguin. On s'arrête et on prend le temps de le lire. Après une première lecture, problème qui n'est pas évident à bien saisir, mais je pense que je vais vous montrer une image qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Une image qui va être tirée de Wikipédia. C'est juste pour essayer d'un peu mieux voir ce qui se passe. C'est une situation qui est un peu similaire, qu'on a peut-être déjà vu à la plage. Quelqu'un qui met une plage là, dans un pied d'eau. Pas un pied, un pouce d'eau. Ça prend vraiment pas épais d'eau. Puis là, tu te recules, tu prends une belle grande course, puis tu sautes sur ta planche. Ta planche, elle n'a aucune vitesse au départ. Puis là, tu fais un petit peu de surf, quelques mètres de surf comme ça dans un pouce d'eau. C'est vrai, c'est pas la bonne technique. La vraie bonne technique, c'est de courir avec sa planche. Ceux-là qui sont bons à faire ça, ils courent avec leur planche, puis là, ils attirent, puis ils embarquent dessus en même temps. Mais pour correspondre à la situation qu'on a dans le livre de Séguin, c'est plus une planche qui est immobile. Dans Séguin, c'est pas sur un... Parce que là, quand on est sur l'eau comme ça glisse très bien. Mais la planche de Séguin est sur une table sans frottement. Parce que sur l'eau, même si ça glisse bien, il y a quand même un petit frottement. Puis le bloc qui est par-dessus, c'est notre petit monsieur ici qui est par-dessus. Puis là, dans ce cas-là, ça prend du frottement parce qu'évidemment, s'il essaie de sauter sur une planche puis qu'il n'y a pas de frottement entre ses pieds et la surface, il va se retrouver les quatre fers en l'air. De retour à Séguin, mais c'est un peu ça qu'il faut s'imaginer, que j'ai essayé d'illustrer ici. On va décacher nos variables, ça va nous aider à mieux le voir. Là. On avait bloc de 2 kg. On a la planche, en jaune ici, c'est mon MA qui est la planche, là, mon A pour planche. Donc c'est ma partie que j'ai mis en jaune ici qui pèse 10 kg. On nous disait qu'on avait un bloc par-dessus de 2 kg MB. J'ai pas pris les mêmes couleurs que Séguin. Là. Le B pour bloc, donc le MB c'est lui, puis le MA c'est ça. On nous disait également que le bloc B avait une vitesse initiale de 1,5 m par seconde. Excusez, commence à être fatigué. Donc ça, c'est la vitesse de mon bloc B. Le bloc A, la planche A, elle, est immobile sur sa surface sans frottement. Fait qu'on peut imaginer là, que c'est notre petit monsieur qui arrive, puis qui va, en moment où il touche la planche, lui, il y a une vitesse initiale. Ça va frotter sur une très courte distance, puis après ça, les deux vont partir ensemble. Évidemment, sur une surface sans frottement, là, ça serait extrêmement performant, là, contrairement à la situation qu'on fait sur la plage. J'ai rajouté aussi l'indice S pour la surface qui est en dessous, qui serait l'eau dans la photo que je vous montrais tout à l'heure. Parce que pour que ça marche, avant d'aller voir pour que ça marche, on va enlever notre vitesse de A qui, elle, est égale à 0. Puis en bout de ligne, on nous demande un coup qu'on a réussi à faire du surf puis qu'on avance les deux objets ensemble. J'essaie de redessiner ici les deux objets, l'ombre d'une partie des deux objets qui avancent toutes les deux à la même vitesse. Puis on me demande quelle est cette vitesse-là. Bon, pour que ça marche, c'est pas obligatoire d'avoir un coefficient de frottement ici à 0, mais la solution idéale, c'est d'avoir un coefficient de frottement entre le sol et la planche qui serait pratiquement égal à 0. Mais ça prend un frottement, comme j'ai dit tantôt. Là, s'il n'y a pas de frottement de ces deux surfaces-là, le bloc en haut va glisser indépendamment du bloc en bas, puis on va se retrouver, il va tomber, ce ne sera pas trop long. Donc, entre le coefficient de frottement entre A et B, lui doit exister, lui doit être plus grand que 0. Je n'ai pas précisé ici si c'était du cinétique ou du statique. Là. Il existe un coefficient de frottement, tout simplement. Impossible de résoudre ce genre de problème-là avec tous les outils qu'on a vus cette année, cinématique, dynamique, énergie. C'est la conservation de quantité de mouvement qui nous permet de dire quelle va être la vitesse finale de l'objet. Donc, on va appliquer le principe de conservation de quantité de mouvement. J'ai une problématique 1D selon X, donc c'est mon principe 1D selon X. J'ai deux objets à considérer dans mon système, donc je vais séparer ça par la quantité de mouvement final du A plus la quantité finale du B selon X.
est égal à la quantité initiale du A, quantité initiale du B, toujours selon X. Et la définition de P, ben, c'est MA fois vitesse finale de AX. Et j'applique la même chose pour chacun des autres termes. Et je suis prêt à regarder. Souvent dans ces problèmes-là, je remplace pour voir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas. Là, je procède le plus rapidement en mettant des chiffres, contrairement à ce que je faisais souvent en début d'année. De toute façon, j'essaierai d'isoler la variable que je connais pas. Là, on aurait des équations à ne plus finir. Donc, on a MA qui vaut 10 fois la vitesse finale. On a une seule et unique vitesse finale. Fait que c'est ce que j'indique ici. Puis MB, qu'on connaît sa masse, puis que lui ici a la même vitesse finale que tout à l'heure. Au départ, j'avais 10 fois 0, parce que l'objet A ne bougeait pas, plus le 2 kg, lui, bougeait avec sa vitesse initiale. Donc, j'ai une seule variable dedans, je peux l'isoler, puis ça me donne la vitesse finale du système. En question supplémentaire, on pourrait se demander qu'est-ce qui arrive à l'énergie. Est-ce que, au même titre que ici, j'avais conservation de quantité de mouvement, est-ce que l'énergie est conservée? Donc, on va appliquer le principe de conservation de la quantité d'énergie. J'ai pris la forme finale initiale. Puis ça, ben, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est égal. Justement, si c'est égal, c'est parce que ce dernier terme-là est égal à 0. Sinon, ben, on va voir que c'est pas égal. Puis la différence va être le dernier terme. Donc, j'ai mes trois formes d'énergie en finale, mes trois formes d'énergie en initiale plus le travail. À la ligne suivante, bon, on écrit c'est quoi les formules qu'on va utiliser. Donc, du K, c'est une demi mv carré. Il n'y a pas de gravitationnel, pas de ressort, pas d'initial, pas de finale. Puis j'ai mon WNC. Mais là, il faut que je l'applique correctement. En finale, ben, j'ai les deux masses qui bougent. Donc, j'ai une demi MA plus MB fois vitesse finale. Puis en initial, j'avais juste MA qui bougeait. J'avais juste MB qui bougeait. Petite correction effectuée. On met nos chiffres là-dedans. Donc, une demi plus 10 plus 2 fois le point 25, ma vitesse finale. Puis en initial, ben, c'était une demi, c'était juste le bloc 2 qui bougeait. Le bloc de 2 kg fois le 1,5 au carré. De ce côté-là, ça me donne 0,375. Toute cette multiplication. Là, une demi fois 2 fois 1,5 donne 2,25. Ces deux chiffres-là n'étant pas égales, mais ça va vouloir dire que WNC vaut quelque chose. Que E final n'est pas égal à E initial, justement. Ce que j'ai écrit en conclusion, là. Ça correspond au E, puis le chiffre qui est ici correspond à l'autre E, donc ils ne sont pas égales ces deux E-là. Je peux isoler WNC, donc ça va s'en aller négatif de l'autre côté, moins 2,25, ce qui me fait le travail non conservatif, c'est du moins 1,875, c'est de l'énergie thermique qui est associée au frottement, et c'est normal qu'il soit négatif, l'énergie finale va... Je ne peux pas en avoir plus qu'au départ, hein, j'en ai perdu. Donc, toute l'énergie que j'avais, je ne la récupère pas à 100%, ça en est perdu un petit peu au moment où j'ai créé du frottement là, pour entraîner mon deuxième objet.